Y a-t-il des opportunités dans les large caps espagnols? On va regarder ça ensemble. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres du screener du jour. On est sur un ETF iShares Spain ETF qui prend les plus grosses capitalisations boursières espagnoles. Il n'y en a que 17 d'ailleurs. On est sur 25 milliards de dollars de market cap. On y va. On passe en revue les colonnes comme d'hab. Le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 3 multiples de valorisation par rapport au flux, valeur entreprise sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio court-free cash flow, des multiples de valorisation par rapport aux actifs, le ratio court sur actif net, court sur actif net tangible, le rendement des capitaux investis, le rendement des fonds propres, la dette nette en termes de d'EBITDA sur dette nette. On est sur ensuite, alors c'est net dette sur EBITDA, on est sur le rendement des dividendes, le rendement d'actionnaire qui inclut rachat d'actions ou dilution, free cash flow par rapport au bénéfice net, le ratio de paiement du dividende par rapport au bénéfice, et on va enlever le prix qui ne nous intéresse pas ici. Allez, on y va. La première entreprise, c'est Inditex. On est sur la maison mère de Zara, une pépite européenne, 169 milliards de dollars de market cap, 6,4% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, à mon avis, c'est la croissance uniquement organique, ce qui est quand même assez élevé. Des multiples qui sont finalement pas si élevés que ça. On est à 15 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 28 fois le ratio court-bénéfice, 23 fois le ratio court-free cash flow. Je pense qu'on est en train de transitionner vers une entreprise qui est plutôt mature et qui va rendre du cash. On voit que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc il vaut mieux utiliser à mon avis le multiple de free cash flow ou la valeur d'entreprise sur EBITDA plutôt que le ratio court-bénéfice pour valoriser l'entreprise. Une rentabilité exceptionnelle, on est sur 28% de rendement des capitaux investis, pas de dette au bilan à noter, évidemment on est très rentable, 3,5% de rendement du dividende, c'est bien, ça c'est intéressant, sauf que c'est gâché par de la dilution puisqu'on a 2% de rendement de l'actionnaire, c'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont émises et qui diluent le stock d'actions existant, ça c'est dommage. On a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc on a les moyens de ce dividende et c'est plutôt pas si mal. La seule ombre au dossier, c'est un peu cette dilution, c'est qualitatif, Inditex, je trouve. Ensuite, Iberdrola, l'électricien espagnol, on est sur 112 milliards de dollars de market cap, 4,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc plutôt mature comme secteur, pas trop de croissance, 11,5 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ça reflète cette maturité de l'entreprise, un ratio court-bénéfice à 23, et un ratio court-free cash flow à 28, ça c'est dommage, on est sur une entreprise qui est plutôt mature, qui doit être en phase de retour de cash aux actionnaires, et pourtant les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc il doit y avoir une dépense en capital assez élevée. On est sur un rendement des capitaux investis à 7%, c'est pas exceptionnel, mais c'est une industrie très intense en capital, donc on doit, forcément, on n'arrive pas à avoir des rentabilités exceptionnelles. Un endettement qui est un peu lourd, à 3 fois les EBITDA en dette nette, ça c'est un peu lourd. Pour un énergéticien, c'est plutôt une entreprise que je mettrais du côté des entreprises classiques. Maintenant, elle a besoin de beaucoup de capital pour opérer, c'est pour ça qu'elle est aussi endettée. Mais si vous comparez par exemple à un Total, c'est beaucoup moins endetté que ça. Donc Iberdrola un peu trop endetté pour moi. 4% de rendement du dividende, 2,8% de rendement d'actionnaire. Voilà, dommage. On a un rendement du dividende, un dividende qui est assez copieux, mais en fait vous êtes dilué. Et le point aussi important à garder en tête, je pense que l'État espagnol est au capital de Iberdrola, et moi j'aime pas les entreprises avec l'État au capital. Donc pour moi Iberdrola ça se compare plutôt à Engie en termes de qualité du dossier, et c'est pour ça que j'en suis à l'écart. Ensuite, Banco Santander, donc la première banque espagnole, 107 milliards de dollars de market cap, 4,4% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Alors on n'a pas le multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA, mais c'est normal, c'est une banque, on s'en moque. Alors on a moins de 10 en ratio court-bénéfice, c'est le multiple le plus intéressant à prendre en compte pour les banques. Donc ça c'est décoté, c'est bien, mais on n'a pas de décote sur les actifs tangibles, dommage, ça apporte une marge de sécurité supplémentaire. On veut une décote sur actifs tangibles pour les banques, parce que à part si vous êtes un expert bancaire et que vous savez évaluer les bilans des banques, il vaut mieux se mettre une énorme marge de sécurité sur les actifs que nous présente la banque, parce que si vous savez évaluer des contrats dérivés, c'est bien, mais si vous savez pas le faire et que vous voulez investir dans les banques, prenez un peu une marge de sécurité quand même. Un rendement des fonds propres à 13,3%, c'est bon pour une banque, c'est pas mal. 3,5% de rendement du dividende, intéressant, 7% de rendement d'actionnaire, donc en plus il y a des rachats d'actions. On a un payout ratio qui est à 23%. Toutefois, comme on rachète des actions, on utilise aussi une partie des bénéfices pour acheter des actions. Donc on a les moyens du dividende, en tout cas, sans trop de problèmes, et je pense qu'on a aussi les moyens des rachats d'actions. Banco Santander, dommage qu'il n'y ait pas de marge de sécurité sur les actifs tangibles, autrement c'est un bon dossier pour qui peut investir en banque. Ensuite, on est sur BBVA, la seconde banque espagnole, on est sur 80 milliards de dollars de market cap,
11,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, à mon avis, ça veut dire acquisition. Il y a eu un changement de périmètre sur les 5 ans étudiés ici. Donc, on a un ratio court-bénéfice à 7,2. Ça, c'est intéressant. Il y a une décote, mais toujours pas de décote sur actifs tangibles sur ce dossier non plus. 1,4 fois, donc pas de marge de sécurité. Rendement des fonds propres élevé à 15,5%, c'est pas mal. 5,7% de rendement du dividende. 5,6% de rendement de l'actionnaire, donc il y a un peu de dilution. Un payout ratio à 37%, on a les moyens de payer le dividende, on aurait même les moyens de racheter des actions pour les annuler. Hein. Là, ils sont un peu pingres, à mon avis, sur ce dossier. Alors, plutôt à l'écart parce qu'il n'y a pas de marge de sécurité. KEXA-Bank, encore une banque, 55 milliards de dollars de market cap, 13% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Pareil, je pense qu'il y a eu un changement de périmètre sur les 5 ans. On est à 8,5 en ratio court-bénéfice, donc là-dessus, il y a une marge de sécurité, mais il n'y a toujours pas de marge de sécurité sur les actifs tangibles, donc dommage. 17% de rendement des fonds propres, ça c'est élevé, c'est bon. 5,13% de rendement du dividende, on n'a pas le rendement de l'actionnaire, donc il faudra aller voir si il y a de la dilution ou des rachats d'actions sur ce dossier. Et on n'a pas le payout ratio, il faudrait calculer à combien il se trouve. Hein. Rendement de l'actionnaire à 5%, vous avez une market cap à 55 milliards, vous prenez donc 10%, ça fait 5 milliards, vous en prenez la moitié, ça fait 2,5 on va dire, et vous versez 2,5 sur 6,47, bon ben vous avez un payout ratio qui est inférieur à 50%, donc c'est pas si mal. Ensuite, Aena, donc ça c'est le Vinci espagnol, hein, qui gère aussi les infrastructures aéroportuaires par exemple, 39 milliards de dollars de market cap, 5,4% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, ça je pense que ça n'inclut que de la croissance organique, ou alors des petites acquisitions, 11,7 en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est relativement, on va dire, bas comme prix. Attention que bon, le ratio court-bénéfice est à 18, mais le ratio court free cash flow est à 16,5. Pour une entreprise mature, on prendra plutôt les free cash flow, puisqu'elle a en phase de retour de cash, elle a plus besoin de son cash pour développer l'activité. Et donc sur ce ratio, on a 16,5, je trouve que c'est raisonnable. 13,5 en rendement des capitaux investis, c'est quand même pas mal, hein, parce que on est sur une activité qui est quand même intensive en capital, et pourtant on est bien rentable, donc ça c'est pas mal. 2 fois les EBITDA en dette nette, moyennement, on va dire, endetté, le dossier. Ce dossier est moyennement endetté. Ça, après, les infrastructures, normalement, on opère avec pas mal de dettes. Donc, je pense que là, c'est pas mal quand on va comparer aux pairs Vinci, Eiffage et compagnie. Donc, pas si mal. 4,3% de rendement du dividende, intéressant, mais il y a de la dilution sur le dossier, 3,3% de rendement de l'actionnaire. On a les moyens de cette rémunération de l'actionnaire, mais on va pas pouvoir augmenter beaucoup plus. Hein. On a 60% des bénéfices versés en dividende. Donc ça va pas trop bouger, je pense. Hein. Aena, je pense que ça pourrait être intéressant si d'une part ils atténuent la dilution, ou alors s'ils montaient le dividende pour que le rendement d'actionnaire passe peut-être à 4%, et puis si la valorisation baissait un petit peu, parce que je trouve que c'est un peu cher payé pour une croissance un peu faible, mais c'est quand même qualitatif vu la rentabilité. Ensuite, Ferrovial, donc ça c'était plutôt de la construction du BTP, historiquement plutôt dans le ferroviaire, mais ils se sont diversifiés, on a 36 milliards de dollars de market cap, 8,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. À mon avis, il y a de la croissance externe. Sur ce dossier, on est sur un multiple de valeur entreprise sur EBITDA à 26, c'est quand même élevé. Hein. Il y a un ratio court-bénéfice à 10,7, mais ça, à mon avis, ça inclut de l'exceptionnel, peut-être une cession. Et donc les autres multiples, vu que les autres multiples sont très élevés, je pense qu'en fait ce dossier est trop chèrement valorisé. On a une rentabilité qui est médiocre, mais un rendement des fonds propres qui est assez exceptionnel. Donc là, c'est sûr, ça nous dit. Donc le ratio price earning à 10,7 et rendement des fonds propres à 49, ça nous dit d'une part qu'il y a beaucoup de dettes, donc on le voit, hein, 4 fois l'EBITDA en dette nette. Donc on a un énorme levier, on est trop endetté, et en plus on a eu une participation financière qui nous a généré du profit, mais les activités opérationnelles qu'on peut voir ici, en fait elles sont faiblement rentables. Donc plutôt à l'écart de Ferrovial. Amadeus, le leader mondial de logiciels de réservation aérienne, 35 milliards de dollars de market cap, 2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est faible hein, pour un acteur de l'industrie du logiciel, mais après c'est l'industrie, la verticale qui dessert, hein, donc l'aérien, le tourisme qui est plutôt en faible croissance, et en plus, on a la phase pandémique hein, qui est inclue dans ces 5 ans, donc nécessairement ça a été une phase plutôt de baisse du chiffre d'affaires pour l'entreprise. Donc à voir sur une croissance, on va dire sur les 2-3 dernières années, je pense que ça se reprend un petit peu. 15,4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 27,6 en ratio court-bénéfice, 16,2 en ratio court free cash flow. Société plutôt mature,
je pense qu'il vaut mieux prendre le multiple de free cash flow, et bon, on est modérément cher sur cette boîte, mais il y a une bonne rentabilité, 16% de rendement des capitaux investis. Après c'est du logiciel, donc les rentabilités sont structurellement élevées puisqu'on n'a pas besoin de beaucoup de capital pour opérer. On est endetté à hauteur de 1,1 fois l'EBITDA, donc c'est pas trop endetté comme dossier. Un rendement du dividende à 2,7%, pas de rachat d'actions à signaler, un payout ratio à 43%, mais les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc il pourrait commencer à vraiment monter le dividende sur ce dossier. Je pense que ça peut être intéressant Amadeus, plutôt à un rendement du dividende à partir de 3%, je pense que ça pourra commencer à être intéressant, parce qu'il n'y a plus énormément de croissance, mais c'est pas si cher payé que ça, donc pourquoi pas. Endesa, donc là c'est aussi un opérateur un énergéticien espagnol, 31 milliards de dollars de market cap, pas de croissance à signaler, on est à 1,7% de croissance du chiffre d'affaires rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples sont relativement bas, 9 fois la valeur entreprise sur EBITDA, 16 fois en ratio coût-bénéfice, 18 fois en ratio coût free cash flow, donc pas trop cher payé. Bonne rentabilité quand on compare à Iberdrola, pourtant qui est sur le même secteur, 10,3% de rendement des capitaux investis, ça c'est pas mal. Le levier est pas trop élevé, ça reste raisonnable, 2,1 fois les EBITDA en dette nette. En rendement de dividende à 5%, mais là aussi il y a de la dilution à 3,5% de rendement de l'actionnaire. Bon, on a les moyens, c'est un peu limite. Le payout ratio il est à 60% en termes de free cash flow, donc on va pas pouvoir augmenter plus le dividende. Endesa c'est pareil, c'est pas si qualitatif que ça pour un énergéticien. Honnêtement, en Europe, il vaut mieux se prendre du Total, du Eni, du Shell. C'est mieux que ça quoi. Là-dessus on est pareil, plutôt comparable à du Engie à mon avis. Faut voir s'il y a l'État au capital, je pense, donc plutôt à l'écart de ce dossier. Ensuite Telefónica, donc ça c'est l'opérateur télécom espagnol, 29 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sous 5 ans, c'est normal, il n'y a pas de croissance dans ce secteur. On a 6,2 en valeur d'entreprise sur EBITDA, donc c'est pas cher payé, on est plutôt value en termes de multiples. Regardez, le multiple de price free cash flow il est à 5,3, donc on génère beaucoup de cash qu'on ne réinvestit pas forcément dans l'entreprise. La rentabilité est quand même médiocre, 6% de rendement des capitaux investis. Alors j'entends que c'est une industrie qui est intensive en capital, mais d'autres opérateurs télécoms sont quand même plus rentables que ça, donc là pas terrible. 1,9 fois l'EBITDA en dette nette. On est un peu endetté, mais sur les télécoms c'est pas très grave, ce niveau, on peut aller jusqu'à 5 fois, vu qu'on a de la visibilité sur les cash flows. 6,7% de rendement du dividende, 6,4% de rendement de l'actionnaire. Ça peut être le point intéressant du dossier. Bénéfices négatifs sur la période, mais ça je pense qu'il faut pas le prendre en compte, il doit y avoir d'exceptionnel, il doit y avoir une dépréciation exceptionnelle. On est donc sur les free cash flow à 5,4 milliards, donc il faudrait calculer le payout ratio, mais je pense que on doit être classiquement sur du 60-65% par rapport au free cash flow, ce qui est un niveau commun aux télécoms. Et je pense que ça peut être intéressant pour un rentier. Maintenant la qualité du dossier est pas très brillante, donc il y a mieux à faire si vous cherchez du dividende. Allez, qu'est-ce qu'on garde dans cette sélection? Moi je pense qu'en termes de sélection plutôt qualité, on pourrait se prendre du Inditex, c'est quand même pas mal. On peut se prendre, si vous investissez en banque, mais il n'y a pas de dossier moi je pense qu'il faut une décote sur actifs tangibles obligatoirement pour investir en banque, donc vous pouvez pas le faire ici. Aena c'est trop cher, Ferrovial c'est pas qualitatif, je pense que vous pouvez vous mettre sur du Amadeus, d'un point de vue, voilà, donc vous avez deux dossiers plutôt qualité, on va dire, vous avez Inditex et vous avez Amadeus dans cette sélection, si vous êtes orienté entreprise de qualité. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, c'est qu'à mettre un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.